Pour ce 6e épisode qui vient clore la série, je reçois Mathieu Dumais, un docteur qui peut réellement vous soigner, avec qui je discute de retour aux études, de solitude, d'endettement et aussi du fait d'avoir un parcours plutôt sinueux. Bienvenue à un thé avec les docteurs. Que de naturel. Que de naturel. Bonjour Mathieu. Bonjour Maxime. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Ça va très bien. Écoute, c'est l'été. Merci d'avoir accepté de te déplacer jusque dans le sud-ouest. Ça fait plaisir. Pour cette dernière capsule. On finit en grand quand même, n'est-ce pas? Prenons une petite gorgée avant d'aller plus loin. C'est vraiment du thé, hein. Il faut dire que pendant toute la saison de cette émission, c'était très rare qu'on avait vraiment du thé. Il y avait tout le temps d'autres choses. Mais Quoi? Je sais! Tu nous as berné tout ce temps-là? Cette émission est mal nommée. Je suis offusqué. Et Mathieu, tout d'abord, tu as un parcours qui est assez fascinant. Et pourquoi je voulais qu'on en discute aussi, c'est que tu es le seul dans tous les invités qui sont venus ici qui a, quand on parle de docteur, justement, ben, on pense souvent docteur MD, là, comme medical doctor, donc un docteur qui peut vraiment te soigner. Et toi, c'est ça que tu as fait. Donc, tu n'es pas dans les sciences humaines a priori, mais davantage dans ce qu'on appelait les sciences pures. Voilà. Et qu'est-ce qui, tout d'abord, juste si tu parles de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené là? Est-ce que tu avais une volonté à la base ou c'est une volonté qui t'a été un peu imposée? C'est un peu une histoire, je trouve toujours ça prétentieux comme histoire. J'étais quand même très très bon à l'école. Ben déjà, ça aide. J'avais d'excellentes notes et là, rendu au cégep, je me dirige vers les sciences parce que ça m'intéressait. Finalement, rendu à ma 2e année de cégep, on est à peu près en février, alors que la date d'inscription pour les universités, c'est le 1er mars. Mm-hmm. Et je ne sais toujours pas vraiment ce que je veux faire dans ma vie. Donc, je vais voir une conseillère en orientation qui me dit « Ben, écoute, t'as les notes pour, ça a l'air d'être dans tes champs d'intérêt, pourquoi tu t'en vas pas en médecine? » Et moi de dire « Je sais pas, pourquoi pas? » Ok, tout simplement. Oui, ma mère travaille à l'hôpital travaillait en tant que technologue en radiologie. Donc, elle a fréquenté beaucoup des médecins. On a toujours dit un peu, plus ou moins en blague. En tout cas, j'espère que tu seras jamais médecin à cause que c'est les tensions entre collègues et entre différents niveaux. Donc, je pense que ça m'était jamais passé par l'esprit. Puis finalement, c'est ce que j'ai fait un peu par dépit de trouver autre chose qui m'intéressait vraiment plus. Quand même. C'est un peu particulier. Fait que c'était pas tant pour, mettons, te prouver quelque chose à toi ou prouver quelque chose aux autres. Des fois, tu sais, en médecine, c'est comme c'est tellement exigeant, mais comme le doc l'est en général, mais en médecine, je pense que la barre est très très haute et tu as des standards qui sont très élevés aussi. Est-ce qu'il y avait un peu de ça aussi, de te prouver quelque chose à toi-même? C'est certain que je voulais aussi quelque chose dans lequel il y avait un défi, dans lequel je pouvais me dépasser aussi, mais je pense que d'abord et avant tout, mon raisonnement à ce moment-là, c'était dans l'optique d'aller aider les gens, d'aller soigner, d'aller soulager, d'aller... Puis ça, c'est intéressant aussi parce que quand tu commences en médecine, déjà, donc tu commences ton bac au début, mais tu le sais que c'est dans l'optique de forcément faire un doctorat là, pour devenir docteur. Dès le départ, le parcours, c'est ça, tu sais. Alors que dans les sciences humaines, tu fais ton bac, après ça, tu vas faire une maîtrise peut-être dans d'autres choses, et après ça, donc, tu t'en vas au doctorat. Donc, c'est un questionnement en plusieurs étapes qui va t'amener jusque-là. C'est sûr qu'en médecine, tu peux faire des spécialités, tu peux pousser ça plus loin, mais techniquement, quand tu commences le bac, là, je sais pas si on peut appeler ça même le bac. C'est pas un bac. C'est ça. Je me sens un peu... C'est un peu un imposteur aussi dans ta capsule. C'est un doctorat de premier cycle. C'est ça. Donc, c'est comme un bac, mais par cœur, je crois, autour de 180-210 crédits. C'est ça, quand même. Donc, c'est certain que c'est quand même assez intense, mais je n'ai pas fait une thèse à proprement parler, comme un vrai doctorat, un PhD. C'est ça, parce que c'est pas... en fait, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a plusieurs types de docteur, en fait, et t'en es un cas intéressant aussi. Mais c'est ça, dès le début, tu savais donc que tu faisais ça, tu étais parti donc jusqu'à la fin, au moins. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es questionné pendant ton parcours universitaire? Est-ce que, justement, prenons juste la vocation. Là. Prenons ça, on va laisser les autres questions de côté pour l'instant. Est-ce que, ne serait-ce que cette vocation-là, après la première, deuxième, troisième année, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, c'est pas ça que je veux faire? Oui, okay. Il y a plusieurs de ces moments-là, parce que effectivement, en bout de ligne, ce n'est pas ce que je fais. On va y revenir d'ailleurs. Mais
déjà, dans la première, deuxième année, la façon que c'est construit, les 2 premières années et demie, c'est vraiment des cours théoriques. Et par la suite, ce sont des stages donc, où tu pratiques, mais sous la supervision de médecins résidents et de médecins. Donc la première année déjà, j'étais pas tout à fait certain. La théorie m'intéressait quand même. Je m'intéresse au corps humain en tant que tel, mais l'aspect plus pratique peut-être qui est associé à ça, ça m'attirait peut-être un petit peu moins. Je me sentais plus ou moins à l'aise, mais bon, j'ai quand même poussé un peu par curiosité. En me disant, je saurais pas vraiment qu'est-ce que c'est tant que je l'aurais pas fait réellement, parce que sur papier et en pratique, c'est toujours très très différent. Absolument. Et quand je suis arrivé dans mes stages, déjà dès le début des stages, je me suis questionné sérieusement. J'en ai parlé avec une de mes patronnes qui me supervisait à l'époque et qui m'a dit, écoute Mathieu, rendu où t'es là, peut-être que c'est une bonne idée de finir tes stages parce que au moins tu auras vu un peu tous les domaines. Parce que là, les stages, finalement, on passe 1 mois à peu près par... dans chaque discipline. Exactement. Puis au moins, ça va te permettre d'explorer un peu tous les domaines. Puis à la fin, tu vas avoir un diplôme, tu n'auras pas rien si jamais tu choisis de ne pas continuer. Parce qu'il y a ça aussi des fois, juste de se dire il m'en reste moins à faire que ce que j'ai déjà fait. C'est des fois aussi simple que ça. Mais quand même, dans la balance, c'est sûr que ça passe. Tu dis tout ce que j'ai investi de temps, d'énergie là-dedans aussi. On parlera de l'argent plus tard aussi, mais c'est forcément une question qui revient à plusieurs moments. Et de dire est-ce que j'abandonne tout à ce moment-là? Ça peut peser lourd parfois aussi. Oui, puis il y a aussi la question de OK, j'abandonne tout, mais pourquoi? Exactement. Vas-tu aller vendre des peanuts sur le bord de la... J'exagère, là, mais puis encore là, je veux dire, il n'y a pas de saut métier. Mais rendu là, effectivement, surtout quand tu pars avec une idée dès le départ, même si tu te dis, OK, je me mets pas nécessairement cette pression-là, même si cette pression ne venait pas de l'extérieur, de dire tu dois être médecin, il faut que tu fasses ça dans ta famille, ça fait des générations qu'on est médecin, donc tu vas devenir médecin. Tu le faisais pour toi, oui, parce que tu avais cet intérêt-là à la base, mais c'est ça, rendu à la fin, tu étais moins certain. Oui. OK, ce qui est quand même quelque chose qui peut peser à l'occasion. Mathieu, une question, on en a parlé brièvement jusqu'à maintenant. Parlons financement. Mais surtout, parlons endettement. La question financement, on en a déjà parlé ici. Le fait, quand tu es au cycle supérieur, par exemple, le fait d'avoir des bourses ou pas, etc., qui peut effectivement beaucoup changer le parcours de tes études. Dans ton cas, on sait que la médecine, ultimement, oui, tu as un salaire intéressant. Tu travailles très fort pour te rendre là aussi, mais tu t'endettes beaucoup aussi pendant les études. Est-ce que cet endettement a eu un poids, a joué dans ta décision aussi? Oui, à un certain point, oui. Parce que, pour t'expliquer un peu comment fonctionne ce milieu au niveau monétaire, ultimement, c'est ça. C'est pas un secret pour personne. Les médecins ont des bons salaires, habituellement. Ce qui fait que les banques sont très, très, très promptes à prêter de l'argent aux étudiants en médecine qui auront éventuellement un bon salaire et donc pourront rembourser facilement toutes ces... On imagine ça, tout le monde. Logiquement. Oui. Ce qui fait que lorsque j'ai fait mes études, donc à partir de 2004 environ. T'es dans quelle université d'ailleurs? J'étais à l'université de Sherbrooke. C'est ça. Et phénomène intéressant, il y a une succursale d'une banque dans la faculté de médecine. Tiens. Et donc éventuellement, on a des présentations sur l'heure du midi avec le lunch qui est payé, sur comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir facilement ce financement-là, etc. Et donc quand j'ai fait mes études en 2004, ce qu'on avait comme possibilité, c'était 50 000 $ pour la première année, puis 30 000 $ pour les années suivantes. De prêt, on parle. De prêt. Ouais, OK. Donc évidemment, et ça c'est donné à tout étudiant sans question plus que ça. Et il n'y a pas de paiement à faire avant la fin des études en médecine. Donc il y a quand même une bonne possibilité d'endettement. Et il y a beaucoup de gens qui
tombe plus ou moins dans ce piège ou dans cette offre. Je veux pas porter de préjugés parce qu'évidemment, t'as pas beaucoup de temps pour travailler à l'extérieur parce que les études sont quand même assez exigeantes. Absolument. Si tu viens de l'extérieur, en plus comme toi, tu n'es pas de Sherbrooke à la base. J'étais à l'extérieur, donc j'avais besoin de payer mon loyer, j'avais besoin de payer mon épicerie, de payer la vie. C'est ça, finalement. Donc, c'est très, très, très facile de faire. Je n'ai pas atteint le maximum d'endettement. Je connais des gens qui l'ont fait, qui, heureusement pour eux, sont devenus médecins, mais qui, dans la première année, en plus, tu pars souvent de chez tes parents pour arriver à l'université. Tu n'as peut-être pas la maturité nécessaire pour gérer comme ça 50 000 $ qui t'est offert tout d'un coup. Donc, il y en a qui ont même manqué d'argent la première année parce que trop de dépenses folles. L'argent te brûle les doigts. Voilà, exactement. Bon, évidemment, c'est quand même beaucoup de dépenses. J'ai aussi des amis qui ne se sont pas endettés du tout pendant leurs études en médecine, qui ont eu probablement de l'aide financière, soit du gouvernement, soit de la part de leur famille. Mais ultimement, je me suis quand même endetté aussi parce que j'ai fait le choix d'être plus indépendant financièrement, donc d'y aller avec cette marge de crédit-là. Et donc, ultimement, j'ai fini mes études avec autour de 70 000 $ de dette personnelle. Ce qui n'est pas négligeable. Et étant donné que je n'étais plus en médecine, malgré le fait que j'ai continué mes études en d'autres choses, mais plus en médecine, j'ai eu un appel de la banque un matin qui me dit « Ah, il faut que vous commenciez à rembourser parce que... » Les taux d'intérêt embarquent puis go, là. Oui. OK. Et parce que vous n'êtes plus en médecine, et donc dans le contrat, c'est lorsque vous avez fini vos études en médecine, et non pas lorsque vous avez fini vos études. Voilà. Donc ça a été des années de maigre jaune. Parce que le fait aussi que tu aies décidé, une fois que tu avais ton diplôme, tu as réalisé donc, bon là c'est sûr que tu avais cet endettement qui était là présent aussi, mais tu as décidé de dire je ne veux pas aller là-dedans, rendu là quand tu avais ton diplôme entre les mains. Oui, quand j'ai eu mon diplôme entre les mains, le questionnement était de plus en plus fort. Dans mes derniers stages, je me levais le matin avec une hâte à 5-6 heures le soir parce que j'avais hâte que la journée finisse pour rentrer chez moi. Puis je rentrais chez moi, j'étudiais, je me couchais tôt parce que le lendemain il y avait une autre journée et j'attendais la fin de semaine. Donc à ce rythme-là, je me suis dit, bon, rendu 30-35 ans, je vais me taper une dépression, puis ça fonctionnera pas. Donc oui, j'ai choisi d'arrêter mes études dans ce domaine-là, mais honnêtement, le poids financier m'a fait penser à rester en médecine, ne serait-ce que pour rembourser, éventuellement être capable plus facilement de rembourser tout ça. Ouais, c'est fou comment dans la balance, effectivement, ça va peser beaucoup de ce côté-là aussi, la question financière, on en a déjà parlé par le passé aussi, mais c'est sûr que il y a d'autres enjeux, puis je pense que quand le salaire en bout de ligne est très intéressant, justement, tu parlais des banques qui sont plus promptes à donner de l'argent de ce côté-là, et c'est difficile de se responsabiliser par rapport à ça aussi. Surtout quand tu es particulièrement jeune, tu commences un programme, et le fait que, rendu à la fin, donc même si tu lui dis, je vais peut-être retourner, ne serait-ce que pour payer, finalement, même si c'est pas quelque chose que tu voulais faire, est-ce que tout de suite après avoir eu ton joli diplôme, est-ce que tu t'es dit, je m'inscris dans d'autres choses tout de suite, je sais ce que je veux faire? Comment ça s'est passé? J'ai choisi de prendre au moins une année pour y réfléchir. Parce que justement, je sortais d'un programme quand même assez intense où j'ai peut-être pas assez pris le temps justement de me questionner sur mes besoins, mes envies, mes désirs. Donc j'ai pris une année pendant laquelle j'ai essayé de me trouver un emploi, évidemment pour avoir une rentrée d'argent, mais rien de trop complexe. J'ai travaillé dans des boutiques, dans les centres commerciaux. Parce que j'avais besoin de quelque chose de différent complètement par rapport à la médecine. Oui, qui te fait changer d'air, puis qui fait juste penser à d'autres choses, tout simplement. J'ai pris le temps d'aller chercher des ressources aussi pour m'aider à travers tout ça dans les choix, d'aller voir une conseillère en orientation à l'université. Je continue à prendre des cours. C'est la même qui t'a dit d'aller en médecine? Non, c'était une autre conseillère cette fois-ci. Je lui ai raconté évidemment ce parcours-là pour s'assurer que l'histoire ne se répète pas. Mais donc, c'est ça. J'ai pris le temps de réfléchir comme il faut à ce que je voulais faire et de me ramener à mes premières passions, finalement, qui sont l'enseignement. Donc, c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé. Je sais pas pourquoi, rendu au cégep, j'ai sorti ça de mes possibilités. Donc, finalement, je suis retourné faire un certificat en enseignement de deuxième cycle pour enseigner au niveau collégial au cégep. Et j'ai
par la suite refait un bac en biologie pour ultimement enseigner la biologie. Parce que en sortant de mon certificat en enseignement et de ce que je me suis fait dire, j'avais pas d'appel pour des emplois parce que ça prend un diplôme disciplinaire pour enseigner au collégial. Et comme j'avais seulement un doctorat en médecine, je n'étais pas biologiste, donc je n'étais pas Donc, tu t'es tapé possiblement pas qualifié pour enseigner la biologie. Il faut quand même juste deux choses. Commençons par le fait de dire je prends un temps, ne serait-ce qu'un an ou quelque chose pour prendre un peu de recul. C'est quelque chose qui, je crois, est tout à fait bénéfique. Il en a déjà parlé ici par le passé également. C'est quelque chose que moi aussi, même, j'ai fait là, après mon bac. J'ai pris comme, avant de savoir que je voulais me lancer à la maîtrise, j'ai dû prendre du recul. J'ai dû juste, j'ai travaillé dans d'autres affaires. J'ai voyagé aussi un peu parce que je n'étais jamais sorti par moi-même, je n'avais jamais voyagé par moi-même, donc j'ai décidé de prendre ce temps-là avant de me lancer dans d'autres études qui étaient exigeantes. Puis même entre la maîtrise et le doc, j'ai pris 2 ans et demi, juste pour, il faut que je travaille, j'aime le défi intellectuel, mais j'ai besoin de prendre un petit peu de recul et de savoir si je veux vraiment faire ça, en fait, si je veux vraiment poursuivre, et si oui, au moins je sais que je prends la bonne décision. Donc des fois, puis c'est pas une mauvaise chose non plus, ceux qui enchaînent complètement leurs études, tant mieux, puis ils vont effectivement graduer beaucoup plus rapidement. Mais dans mon cas, c'est ça, j'ai eu besoin de prendre ces pauses-là pour savoir si je voulais vraiment continuer. Et dans ton cas, la deuxième chose, donc, cette pause-là t'a amené à faire un retour, non pas seulement un retour, mais 2 retours aux études. Oui, ça s'est fait de façon continue. Oui, effectivement. Oui. C'est le... Comment s'est passé le bac? Faire un bac comme ça, revenir, on en voit beaucoup, là, moi-même qui ai enseigné, là, tu en vois de tous les âges, puis tant mieux. Mais comment tu as trouvé ça justement, après avoir eu tout ce parcours-là, de retourner sur les bancs d'école? J'ai trouvé ça très intéressant comme expérience d'un point de vue pédagogique, parce que j'avais absolument pas la même approche que la première fois. Donc la première fois, c'était un peu justement ce parcours-là, se sentir obligé de devoir sortir du secondaire, faire son cégep, sortir du cégep, faire l'université, sortir de l'université, travailler. Versus, là, j'arrivais pour faire mon 2e bac. J'étais plus là parce qu'il fallait que je sois là, j'étais là parce que je l'avais choisi. J'étais là parce que j'avais un objectif derrière tout ça, donc qui était d'enseigner cette discipline-là. Et je me suis rendu compte que je m'intéressais beaucoup plus à la matière pour ce qu'elle était que parce que je devais être à l'école et réussir et avoir des bonnes notes et des choses comme ça. Et je l'ai observé aussi, je voyais un peu les gens qui justement arrivaient du cégep, qui savaient pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient, qui étaient allés dans ce bac-là parce que ça les intéressait, mais qui étaient un peu perdus comme je l'avais moi-même été vraisemblablement, et qui n'étaient pas aussi investis dans leurs études parce qu'ils n'avaient pas la motivation qui allait derrière tout ça. J'avoue que la question de la motivation, forcément si tu fais un retour aux études, normalement, c'est sûr qu'il y a plein de parcours qui sont très différents, mais tu le vois dans ceux qui sont des fois un petit peu plus vieux, qui ont un parcours de vie qui peut être très sinueux parfois, et qui font le choix, c'est ça, de revenir aux études. Bien souvent, il y a une motivation qui est là que j'enlève rien, effectivement, quand tu commences ton programme, tu sors du cégep, tu arrives à l'université, tu es bien motivé, mais disons que les désillusions ou peut-être la réalité n'a pas encore frappé, ne serait-ce que de te dire OK, je commence là-dedans, mais est-ce qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est vraiment ça que je veux faire finalement? Je pense, ne serait-ce que, par exemple, quand tu vois, j'ai commencé le bac au début, j'étais en droit, en fait. Puis ça a été, j'ai comme fait... En fait, j'étais inscrit au bac, ça allait bien, c'était très exigeant et tout. Mais au final, un peu comme toi, je me suis dit, finalement, est-ce que je veux vraiment être avocat, par exemple? Est-ce que je veux vraiment exercer cette profession? Il y avait des domaines qui m'intéressaient plus, c'est sûr, mais au final, je me dis non, j'ai le goût d'enseigner, en fait, aussi. Puis j'aurais pu enseigner le droit, c'est sûr, mais tant qu'à ça, j'ai eu des rencontres, je me rappelle, à gauche, à droite, je savais que l'écriture m'intéressait, je savais que le cinéma m'intéressait aussi, et finalement, j'ai comme transformé l'année que j'avais fait en certificat, puis je me suis lancé dans quelque chose de complètement différent après, tu sais. Non, mais c'est pour revenir justement sur ce changement-là de carrière que vraisemblablement on a eu tous deux. Absolument. C'est extrêmement difficile, je trouve, de choisir quelle va être ta profession. Tu sais, déjà au secondaire, on a des cours choix de carrière. Au cégep, on est un peu plus laissé à nous-mêmes. On a choisi un domaine généralement, mais c'est pas encore
c'est pas encore totalement défini, mais là, rendu à l'université, possiblement fin de l'adolescence, début vingtaine, début de l'âge adulte, on est encore en transformation, en changement, notre personnalité n'est pas encore complètement formée, donc c'est très 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 difficile, je trouve, de choisir si jeune que ça la carrière qui devra nous suivre et nous définir pendant tout le reste de notre vie pratiquement. Absolument. Et c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress aussi pour ces jeunes-là. Et maintenant que j'enseigne au cégep, ben je le vois aussi, je les vois, mes étudiants qui sont en 2e année de sciences, qui font leurs applications pour les universités, puis que ça les stresse, puis je leur dis souvent, vous n'êtes pas obligés d'avoir la bonne réponse maintenant. Il y a plusieurs chemins possibles, puis le chemin qui est plus traditionnel, la ligne droite, la ligne directe, c'est pas nécessairement la plus fréquente non plus. Absolument. Et surtout que, comme tu disais, il y a tellement de programmes aujourd'hui, de sous-programmes et de trucs que jadis n'existaient pas, ou à tout le moins qui se sont... et tant mieux s'il y a une offre comme celle-ci qui est extrêmement diversifiée dans les universités ou ailleurs, tu sais. Mais ça complexifie le choix beaucoup, évidemment. Et c'est ça, ultimement, c'est de comprendre que même si tu t'en vas dans cette voie-là, ben, que tu n'es pas nécessairement prisonnier. Tu sais, tu peux encore en sortir. On se posait la question, bon, à quel moment aussi c'est judicieux de le faire? Ben, chaque parcours est différent aussi. Puis des fois, bon, forcément, tu as des fois des préjugés sur certains domaines, comme on en parlait ici, la littérature, le cinéma, okay, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie avec ça? Tu sais, alors qu'en médecine, je pense que concrètement, tu as un peu moins de ces questionnements-là qui viennent aussi. Mais c'est de comprendre que peu importe le domaine que tu vas choisir, c'est tout le temps ce que tu vas en faire qui va déterminer où tu vas aller dans la vie par après, tu sais. Fait que mais effectivement qu'il y a énormément de choix, puis voilà, on peut prendre le temps. Ouais, puis en plus on arrive sur le marché du travail et souvent on se rend compte que c'est quand même assez différent de ce qu'on a étudié. Je pense que l'école est là pour nous donner des outils pour faire face à cette réalité-là sur le marché du travail, mais en tant que tel, c'est pas rare des gens qui ont étudié dans un domaine puis qui finalement vont travailler dans quelque chose de connexe, mais qui est pas exactement ça. C'est c'est de plus en plus diversifié à ce niveau-là. Absolument. Ou des fois, juste de se dire, OK, après ça, moi, je pars. Même, il y en a qui vont travailler dans quelque chose, mais qu'ils découvrent qu'ils ne veulent pas nécessairement travailler pour un employeur et qu'ils vont eux autres mêmes créer leur propre emploi. Mais de plus en plus aujourd'hui, on est dans ça, dans le travail autonome aussi. Bon, c'est sûr qu'il y a des domaines qui s'y prêtent moins, mais quand même, c'est aussi des choses à considérer. Mais effectivement, on s'éloigne de la question du doc, mais quand même, ne serait-ce que la question des choix qui viennent avant de te lancer à l'université, avant de décider d'aller jusque-là. Puis forcément, les deux, on enseigne au cégep, donc on le voit, ces questionnements-là, on est passé par là aussi. Puis c'est pas facile. Tu le vois avec les finissants, ceux qui se sont inscrits, il y a beaucoup de points d'interrogation. Heureusement, il y a des ressources qui sont là, mais c'est de comprendre que c'est pas la fin du monde. Hein. Puis je pense, les deux, on l'a vu aussi, c'est pas parce que tu t'inscris dans quelque chose que nécessairement, voilà, ton parcours est tracé jusqu'à la fin. Tu sais. Mathieu? Maxime? Oui, c'est moi. On fait un jeu. T'aimes ça, les jeux? D'accord. Yeah. Bon, j'appelle ça un jeu, mais c'est pas tant un jeu que genre on pige. C'est la jarre du désarroi. Alors, on a discuté de certains sujets. Si ça se trouve, ces sujets vont ressurgir dans cette jarre où il y a des petits, des mots que j'ai inscrits il y a plusieurs mois de cela avant de commencer l'émission. Et j'aimerais que tu en piges un et que tu nous lises à voix haute et qu'on partage là-dessus, hein, qu'on discute, qu'on nous dise ce que ça évoque chez toi. Ah, le mot financement. Ah ben tiens donc, on en a beaucoup parlé, fait que je pense je pense qu'on a bien couvert le sujet. On a bien couvert le sujet, ça aurait été, comme j'avais dit, ça se peut que... C'est correct. C'est la première fois que ça arrive. Oh, le mot solitude. Ah, solitude. Ah, ça c'est... Solitude dans la foule. Ben oui. Ça me fait penser à plein de choses en même temps. Comment? Oui, c'est ça. C'est intéressant comme... Instinctivement. Comme mot inscrit. Prenons-le, c'est ça, toujours par rapport au parcours doctoral. Oui. Je pense justement au parcours... dans mon cas, au parcours en médecine, où effectivement, tu as une cohorte que tu suis, tu rencontres des gens, tu te fais des amis, mais tu arrives à un moment donné, tu fais tes stages, ou même plus tard lorsque tu vas pratiquer, tu as quand même
beaucoup d'autonomie tout en étant supervisé, mais il y a une certaine forme d'isolement jusqu'à un certain point qui finit par se créer parce que à un moment donné, comme j'expliquais tout à l'heure, tu changes de département à chaque mois. Donc, c'est à nouveau de recréer des liens avec l'équipe qui présente, avec le médecin traitant, de redécouvrir tous les patients, de réapprendre un nouveau domaine aussi, parce que l'idée, c'est de devenir compétent un peu partout. Donc, le moment où tu commences à devenir compétent un peu après un mois, ben, tu changes et là, tu retombes dans cette espèce de sentiment d'incompétence relative, mais de moins grand confort dans ce domaine-là, avec des nouvelles personnes toujours. Donc, tu finis par être très, très seul face à toi-même. Et lorsque tu es seul avec un patient, ben là, tu as cette relation-là qui est assez particulière de semi-autorité, tout en n'étant pas réellement en pleine matière, en plein contrôle de ton domaine. Donc, ça fait, jusqu'à un certain point, je pense, un certain sentiment de solitude, voire d'isolement. C'est certain que je suis pas resté dans le domaine, donc peut-être que c'est plus péjoratif, mon point de vue. Mais non, c'est ça, une certaine forme d'isolement. Évidemment, bon, tu finis par partager ça avec tes autres collègues qui sont tes amis. Au final, oui. Tu as continué de côtoyer, mais à un moment donné, c'est ça, tu es habituellement peut-être deux dans ton département, les gros stages où tu peux avoir plusieurs personnes dans ton département, mais tu peux te ramasser aussi dans un hôpital de région éloigné, à être tout seul de stagiaire dans tout l'hôpital. Exact. Donc c'est ça finit par créer peut-être un sentiment de solitude. Ouais, qui peut très bien... En fait, la solitude n'est pas péjorative en soi. Tu sais, je pense que ça peut... Chez certaines personnes, la solitude, en fait, le travail de travailler, d'être autonome, solitaire et indépendant dans ton travail peut très bien marcher dans ton parcours aussi. Il y a des gens qui vont vraiment préférer s'isoler, ne serait-ce que pendant leurs études, parce que c'est plus dans leur personnalité ou quoi que ce soit. Il y a d'autres domaines aussi qui vont peut-être plus porter à la collégialité d'une autre manière, mais les études supérieures en général, pour l'avoir vécu aussi, c'est sûr que c'est un travail intellectuel solitaire à la base. Oui, tu as des collègues, mais concrètement, après le séminaire doctoral, après la première année, tout le monde part dans sa direction et tout le monde fait un peu ce qu'il veut finalement. Il y en a qui vont juste être avec leur directeur ou leur directrice une fois de temps en temps, mais que au final, ils sont un peu livrés à eux-mêmes finalement. Et il y en a qui vont être très à l'aise avec ça, d'autres un petit peu moins aussi. Mais ça fait partie de la game. Et des fois, on se sent complètement isolé aussi. On se dit, où est-ce que je m'en vais avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec ce sujet qui m'intéresse? Oui, je crois, mais il y a ces questionnements-là. Et des fois, on est seul face à ces questionnements-là. Puis c'est des fois juste de dire, il faut que j'aille chercher une aide. Il faut que je parle de ces craintes-là aussi. Donc, de briser la solitude, on en parle à plusieurs, c'est pas juste pour les aînés. Là, ça marche aussi, je pense, dans les études. Ton point de vue l'a bien démontré aussi. Et oui, forcément, c'est quelque chose qui peut être lourd à certains moments également. Puis c'est ça, c'est un peu... ça devient un peu paradoxal aussi parce que ça reste un travail d'équipe, mais dans lequel tu es un peu seul face à ta tâche, face à ta... Et j'ai travaillé aussi dans des labos à l'université, donc j'ai fréquenté des gens qui faisaient le doctorat, le PhD en sciences. Et ce qui est un peu... je pense que ça doit se ressembler un peu dans tous les domaines, mais lorsque tu vas faire ton doctorat, tu travailles ta thèse, tu es sur un sujet de recherche qui est extrêmement pointu, et tu te ramasses, même si tu es possiblement avec une équipe de travail, à être pratiquement le seul à réellement comprendre ton domaine, voire pas beaucoup d'autres personnes dans le monde qui comprennent et qui saisissent ton domaine. J'avoue que des fois, être capable de vulgariser aussi fait partie... Et ça aurait pu être un autre mot qu'on aurait pu piger. Mais effectivement, être capable de vulgariser ça au final et justement de faire en sorte que tu n'es plus seul dans ton coin parce que à quoi servent les études supérieures sinon de propager un savoir, propager des connaissances aussi. Voilà, tu sais, donc ça aussi c'est un atout qui est essentiel de ce côté-là. Et
Est-ce que ça évoquait d'autres choses sinon la solitude de ton côté? Tu disais ça comme plein d'avenues. Non, mais c'est parce que ça... après je pensais maintenant un peu à mon aspect plus professionnel, où là maintenant que j'enseigne, il y a une espèce de solitude un peu paradoxale, encore une fois, de l'enseignant, où t'es jamais réellement seul parce que t'es avec une classe, mais en réalité t'es seul devant la classe et t'as cette... ça rejoint un peu la responsabilité aussi. Il y a beaucoup d'autonomie, je pense, dans le travail d'enseignement. Donc c'est pas... mais moi, personnellement, je trouve ça très, très intéressant, finalement, d'avoir cette solitude qui est un peu associée à une certaine forme de liberté, à un monde de possibilités qui s'ouvre à toi pour aller aider ta classe à atteindre les objectifs, à atteindre les compétences. Donc, c'est ça. Pour revenir sur ce que tu disais, c'est pas nécessairement négatif, la solitude, parce que malgré le fait que tu as des collègues, ben, quand tu es seul devant ta classe, tu restes, c'est ça, un peu... solitude dans la foule. On va y revenir tout le temps. C'est ça. Et est-ce que, juste en concluant, est-ce que tu dirais qu'avec tout le parcours que tu as eu, qu'aujourd'hui tu penses que tu es sur, tu sais, l'expression être sur ton X, là, que tu es au bon endroit, que c'est pas mal ça en ce moment? J'ai définitivement envie de répondre que oui. OK. Parce que je suis extrêmement heureux dans le domaine où je suis en ce moment. J'adore enseigner. Pardon. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Je pense que mes étudiants, de façon générale, apprécient aussi mes cours, de façon générale. Mais c'est ça, donc je suis ultimement content du parcours que j'ai aussi, parce que en étant biologiste et médecin, ça me donne un excellent background pour enseigner la biologie générale, mais aussi pour enseigner le corps humain, ce qui est souvent un des domaines qui est touché beaucoup. J'ai enseigné... en sciences de la nature, mais j'ai enseigné aussi en soins infirmiers pendant plusieurs années. Je vais encore d'ailleurs enseigner en soins infirmiers, donc je suis très 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 habile pour justement comprendre les situations, et dans un contexte où en plus il y a beaucoup de retours aux études, ben, il y a des gens qui sont par exemple infirmières auxiliaires qui veulent revenir pour étudier pour être infirmière. Donc ça me permet d'avoir cette expérience-là sur le terrain, et ultimement, c'est pas du tout perdu. Ça me donne un background qui est, selon moi, très, très, très intéressant. C'est ça que j'allais dire, parce que même si on fait beaucoup de slalom dans nos études, même si le parcours peut être sinueux par moments, au final, je pense que toutes les expériences qu'on a, tous les cours qu'on a fait, ou toutes les expériences en dehors même de l'université qu'on aura fait, vont nous définir, et c'est toujours à nous, justement, d'aller chercher des choses là-dedans, puis c'est jamais perdu. Tu sais, l'année que j'ai fait en droit, ou des bacs qu'on a fait par le passé aussi, ou autre, on se dit, j'aurais pu faire d'autres choses pendant cette année-là, j'aurais fini un an plus tôt, j'aurais fait d'autres choses. Mais au final, ça donne une touche un peu différente, un point de vue sur le monde qui est différent aussi, et un bagage qui va être différent des autres personnes aussi. Donc c'est toujours à toi de voir qu'est-ce que tu vas en faire de ce côté-là, mais ce n'est jamais perdu. Non, c'est exactement. Un peu comme je disais tout à l'heure, finalement, l'école est là pour nous donner des outils. Oui, il y a des connaissances qu'on va acquérir à travers tout ça, il y a beaucoup d'habiletés, de compétences qu'on va développer. Et ultimement, ben, ça nous appartient de voir qu'est-ce qu'on va faire de ce bagage-là. Et de le réutiliser de façon pertinente judicieuse. Pour devenir des adultes, voilà, autonomes et enthousiastes. Mathieu, merci beaucoup. Ça fait très plaisir, Maxime. Et au plaisir. Au plaisir.